qui je suis, donc je ne connais pas ou très très peu votre environnement, donc il peut m'arriver d'être maladroit. Je viens vraiment de l'univers du rugby, donc j'ai été entraîneur en région parisienne et directeur sportif d'un club qui s'appelle Massy, s'il y en a qui suivent un peu l'actualité du rugby, qui est en Pro D2, et j'entraîne depuis 8 ans les jeunes de l'ASM, et je suis maintenant en charge du recrutement, donc d'aller chez les petits, on parle de rougerie chez les pros, et ben, on a un staff aussi chez les petits. Donc définitivement, je connais bien l'univers du rugby, l'univers métier, comment on plaque, comment on fait des touches, mais ça vous intéresse peu. Par contre, il y a un territoire qui nous rassemble, c'est le rapport à l'équipe. Au rugby, c'est fondamental. Au rugby, tu rassembles tes joueurs, tu fais une équipe, et après, tu fais le job. Si tu n'as pas d'équipe, le job, il est inenvisageable. Parce que c'est un sport physique, c'est un sport où tu peux te faire cabosser. Dans l'entreprise, c'est un peu différent. Tu fais le job, il faut sortir de la prod, il faut développer une idée, il faut développer un concept. Tu le fais en équipe, c'est mieux, mais des fois, ce n'est pas la priorité absolue. Et puis, au gré de votre vie, des fois, l'équipe grandit, on était 4, on passe à 5, à 6, à 8, on double l'effectif. Tout d'un coup, arrivent des problématiques d'équipe. Ça ne matche pas entre Pierre et Paul. Tiens, j'ai une personne qui n'est pas là, ça déstabilise toute mon organisation. Je suis manager, il faut que je donne des ordres. Je ne suis pas à l'aise, il faut que je recadre quelqu'un, je ne suis pas à l'aise, etc. Ça, c'est des réalités qui, à un moment donné, peuvent vous appartenir. Et si ton équipe n'est pas performante, ça peut, alors, au moins en rugby, mais rapidement impacter ta production. L'ambiance, ta production. Si l'ambiance n'est pas bonne, ta prod n'est pas bonne, bah, tu ne vas pas gagner le match, évidemment. Et tu as peut-être des gens qui ne vont pas être à l'aise et des gens qui sont amenés à ne pas vouloir rester, et à ne pas s'épanouir et à ne pas donner le maximum. Donc ça impactera à terme en fait la production. Donc l'idée, c'est d'avoir une équipe la plus soudée possible, où les gens sont à l'aise dedans, et une équipe efficace. Mais ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de mettre un maillot et de dire allez, t'embaucher chez moi en avant. Même le 14e mois, le 15e mois à la fin de l'année, si c'est possible, bah, ça ne suffit pas. Donc il y a des mécanismes à comprendre. L'idée, c'est pas de travailler encore plus, c'est juste de dire dans notre relation tous les deux, si on fait un pas vers l'autre de telle manière, on aura des meilleures probabilités de fonctionner. Et inversement, si tu restes et je reste, peut-être qu'à un moment donné, on va s'éloigner. Et si on est 10, il ne faut pas qu'on s'éloigne trop, quoi. Donc c'est ce que je veux vous présenter. Alors, je suis parti du monde du rugby, qui est le mien. Et dans ma présentation, pour être un peu plus précis, je vais dans différentes structures. Alors, Michelin, Livagrin, ça reste des très très grandes structures, mais je coach des équipes pour justement appréhender ces mécanismes-là. Dans le format, vous n'hésitez pas à faire des allers-retours. Hein, c'est pas le prof et les élèves, vous avez même le droit de ne pas être d'accord. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, puis à la fin, on gardera 10 minutes de questions-réponses. Ça vous va ? La présentation, je vous la donnerai au bivouac, donc après vous la réexploiterez comme vous voudrez, sachant que je vais rester assez générique vu le format. Je vais vous présenter, si vous voulez bien, et si ça part, une petite vidéo pour commencer. J'ai pris une vidéo des All Blacks. Alors les All Blacks chez nous, c'est la référence absolue. C'est la Nouvelle-Zélande. Vous qui êtes dans le monde du chiffre, quand je dis c'est la référence absolue, c'est 92,7% de victoire, tout comme ça. Quand tu les joues, tu as entre 7 et 8% de chance d'aboutir. Alors c'est différent, hein. Au rugby, tu les joues en finale, tu n'as pas de choix, hein. C'est comme ça, tu les as dans ta poule, tu n'as pas le choix. Dans votre business, à 7 ou 8% de chance, vous lisez même pas le scénario jusqu'au bout, parce que c'est une prise de risque qui est colossale. Au rugby, si on va même au bout du bout, l'Afrique du Sud les bat de temps en temps, l'Australie les bat de temps en temps, l'Angleterre les bat de temps en temps, les autres ils jouent pour faire le nombre. Hein. On n'est même pas dans ces ratios-là. Donc ce que je vous propose, on va regarder un petit morceau, mais pas d'un match, d'un avant-match. Parce qu'en plus, ils ont une particularité, vous connaissez j'imagine, avant chaque match, ils font un AK, H-A-K-A, ils piochent dans leur patrimoine historique, culturel, et ils vous imposent une danse. Donc je vais vous imposer la danse, on va la regarder. S'il y a 2-3 personnes qui veulent s'exprimer, et à partir de là, je vous expliquerai le rapport à l'équipe. Ça va tout le monde ? Oui. AK, ça parle, il y en a qui découvrent, non. Pas de surprise. Donc Nouvelle-Zélande, All Blacks, noir, et ça c'est l'équipe de France.
pose la question, si vous étiez face aux Blacks, dans quel état d'esprit vous pourriez être? C'est de la fiction, ça ne devrait pas arriver. Je vous écoute, je prends 2-3 témoignages et je vous parlerai de ce qui se passe de notre côté. 2-3 personnes qui veulent se mouiller. Il y a un côté intimidation mentale, enfin, même si à l'origine c'est pas ça, ça a l'air d'être culturel, parce que moi j'y connais rien en rugby, hein, pardon d'avance. Ouais. Grosso modo, ça a l'air d'être culturel, mais derrière l'effet produit sur l'équipe adverse, c'est que ça fait de l'intimidation mentale et ça les impressionne. Donc du coup, psychologiquement, c'est déjà un facteur déstabilisant pour l'équipe adverse. Ça peut les stimuler aussi. Alors, je prends, il y a 2 mains et gardez ce que vous avez dit, parce que ça m'intéresse. Bon, Ouais. non, ce que je comprends pas, c'est qu'on les laisse faire ça. Enfin, il y a des règles strictes. On les laisse C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, mais moi, je m'attendrais à ce que les autres ils fassent aussi leur chorégraphie ou leur cheerleading. La réponse à ça, Alors, c'est autre chose. aux joueurs en français, on leur a proposé de faire le French Cancan, ils ont tous refusé. Parce qu'on n'a pas ça dans notre patrimoine culturel. Donc on ne peut pas. Si vous aviez, pour faire court, mais si vous aviez Nouvelle-Zélande, Fidji, les Fidjiens, ils ont ça dans leur patrimoine, donc vous auriez 2 à 4 qui s'opposent. Vous auriez Afrique du Sud, Black, Tonga, tous les peuples maoris, vous auriez ça. Si un jour vous avez la chance d'aller à Wallis et Futuna, c'est français. Wallis et Futuna, ils ont cette culture-là, ils ont une culture polynésienne, ils ont des haka. Nous, Français du continent, on n'a pas ça, donc on subit. Donc ils n'ont pas le droit de Bah, nous, on a le droit, mais attitude en retour. on n'a pas. Si, Il y en a eu une fois. c'est qu'ils n'ont rien à proposer en face. Nous, on n'a rien à proposer en face. C'est le manque de créativité. Je prends. Marion? Après, le savent. Tout le monde sait que le Black le font, donc ils sont déjà préparés, à mon sens, mentalement avant d'arriver sur le terrain. Et il faut qu'ils se racontent une belle histoire, et je pense qu'ils sont contents d'avoir le copain à côté. Enfin, parce qu'on voit, à un moment donné, il y a un truc qui est fait, on voit qu'ils se tiennent bien, les uns envers les autres. Donc, c'est peut-être aussi fort d'être serré comme ça que de faire La démonstration qu'on n'a pas. Voilà. Ouais, pour la tester. À l'école, ça marche pas. Ouais, Ça doit leur procurer du plaisir. Alors juste, nous au rugby, pour faire monter les hormones, ils se mettent des gifles dans le vestiaire. Ah, super. Mais ça reste... Bah ouais, ça, il y a un discours un peu d'homme dans le vestiaire. Mais parce que c'est un sport de combat. Après, alors, c'est juste la barrière entre mon monde à moi et le vôtre où on n'a pas ce phénomène-là. On n'a pas ce phénomène-là. Monsieur, il a dit un contre... Il a dit une contre... Ça a dit ça intimide et j'ai entendu par là-bas autre chose. Ça peut les stimuler. Il faut juste enlever le peu qui met du conditionnel. Ouais, mais en fait, moi quand je regarde les joueurs français, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont un peu les chocottes, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont impatients d'aller au combat, il y en a ils sont même, ils attendent que ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment différentes réactions en fonction de la personne qui est en face. Pas faux, pas faux. Si on voit Chabal quand on les a battus, le regard de Chabal quand ils font l'affrontement où ils s'approchent à 1 mètre, Ouais, c'est ça. il était chaud les Français là, du jour-là. C'est vrai. Alors, du coup, alors, je ne sais pas si vous avez ça en tête, Al-Shabal, en fait, c'est énorme. 2009. Hein. Ouais. Ça date. Ouais. Il y avait la télé en couleur, mais limite. Hein. 2009, bah, il avance, et puis il va les provoquer, etc. Mais ça, nous, au rugby, par exemple, bon, ça a gagné, etc. Mais moi, je ne suis pas fan. Parce que là, c'est une provoque physique, c'est-à-dire que la fois d'après, ça se termine en bagarre, en fait. On ne respecte pas leur AK, mais bon, c'est une parenthèse. Quand vous demandez à des joueurs, en fait, qui sont dans ce contexte-là, même s'ils ont déjà joué les Blacks plusieurs fois, etc., ils savent que les Blacks, ça reste une équipe exceptionnelle, avec très très peu de failles. Tous les joueurs vous disent, ça fout la trouille. Il n'y a pas un joueur qui vous dit, même pas peur, je crains rien, je vais leur rentrer dedans. Tous les joueurs, en fait, ils sont remis à l'échelle primaire, alors c'est la pyramide de Maslow, hein. C'est moi, ma santé, ma sécurité. Et quand tu arrives sur ça, tu sais que physiquement, ça va être dur. Maintenant, tu n'es pas là par hasard, tu t'es préparé comme un dingue, ça fait 4 mois que tu es parti de chez toi, tu joues les Blacks, donc quand tu joues les Blacks, c'est quand même que tu es invité à table. Hein. Donc les joueurs, ils arrivent en fait à se reprojeter dans une histoire. Et le rôle d'un coach, c'est ça. C'est de dire, si tu n'arrives pas à écrire une histoire dans laquelle les joueurs se projettent, eh ben les joueurs ils vont revenir à leur histoire
Moi, ma trouille, est-ce que je vais rentrer à la maison? Je ne vais pas dire au revoir à ma femme. Et ça va provoquer du désengagement en fait à terme. Donc le joueur va se planquer, le joueur va moins plaquer, et ça ne gagnera pas. Même en étant bon, ça ne gagne pas souvent, alors si ça s'enlève, ça ne gagne pas. Dans l'entreprise, on a les mêmes mécanismes. Dilués dans le temps, mais si l'histoire qu'on propose aux collaborateurs, elle est attractive, elle est dynamique, elle est épanouissante, etc., la personne va se mettre dedans, même si c'est un gros match. Par contre, si tu n'es pas dans ton match, si tu ne crois pas à cette histoire-là, eh ben, tu vas revenir à toi, tu as tes courses ce soir à faire, tu as le gamin emmené au judo, tu as la bagnole à changer, toutes les réalités de la vie de monsieur, madame, et les gens auront du mal à se projeter. Et du coup, tous les gros matchs, toutes vos grosses aventures, vos prochaines montagnes, elles sont très compliquées. Donc il faut vraiment partir du principe qu'il faut qu'on arrive à écrire une histoire dans laquelle les gens sont bien. Et là, quand on dit qu'ils se tiennent les uns avec les autres, etc., ouais, c'est le témoignage de on a bossé dur, on ne les battra pas les Blacks, mais on a écrit une histoire quand même. Les Italiens, quand ils jouent les Blacks, ils ne peuvent pas gagner. C'est écrit dans le marbre, ils ne peuvent pas gagner. Même les parents des joueurs disent tu ne gagneras pas. Cela dit, ils écrivent leur histoire. On ne prendra pas plus de 60 points. On essaie de leur mettre un essai, on essaie d'avoir toutes nos balles en touche. Et ils vont s'écrire des choses qui sont atteignables à leur niveau, et ils vont tous se reprojeter dedans. C'est exactement pareil dans l'entreprise. Quand on a notre projet, alors qu'il est développé, qu'il est d'aller chercher de l'argent, qu'il est de développer le concept, etc., il faut que tout le monde puisse y croire. Et quand on va staffer quelqu'un, quand l'équipe va grandir, il faut absolument lui écrire ça tout de suite. Ce n'est pas ton poste qu'on va te présenter, c'est l'histoire globale. C'est les gens avec qui tu vas bosser, pour que cette personne-là puisse après s'épanouir. Et il y a des mécanismes après, au quotidien, qui favorisent ça. J'ai un deuxième point sur lequel je voulais aborder, qui me parlait pas au début, c'est le témoignage d'une femme qui m'a fait penser à ça. Les Blacks, à un moment donné, dans leur histoire, ils ont eu moins de réussite. Ils sont passés à 85% de victoire. La France, on est à 48, je crois, en ce moment. Donc 85, on achète tout le temps. Eux, ils ont fait les états-majors du rugby néo-zélandais. Et quand ils ont fait l'état des lieux, pardon, ils ont pris un coach pour se faire accompagner. Normal. Nous, en France, on aurait déjà viré le coach. On aurait commencé par ça. On aurait peut-être viré un ou deux joueurs. On aurait remis en cause l'arbitrage. Eux, ils ont fait venir un coach. Mais pas un coach rugby. Pas du tout un coach rugby. Ils ont fait venir un coach sur la culture maori. Sur ce qu'ils sont en fait fondamentalement. Alors, c'est notre mentalité. Et ils ont remis à la surface un principe qui s'appelle Fanao. C'est un principe dans leur éducation. Comme nous, on aurait peut-être liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle, mais un petit peu. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus Fanao. Fanao, en fait, littéralement, ça veut dire fer de lance. En fait, ça veut dire la vie d'équipe, la tribu, la famille. Et quand ils ont fait le sondage et quand leur résultat n'était pas bon, c'est un exemple, hein, mais ils se sont rendus compte que lui, il était plus intéressé par son contrat Adidas que par l'équipe. Lui, il était plus intéressé par son contrat au Saracens ou à Toulouse que par l'équipe. Lui, il avait tendance à sortir en boîte de nuit et à se battre, plus que d'exister parce qu'il marquait des essais. Et ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils n'étaient plus Fanao. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils poussaient pas en mêlée, qu'ils défendaient mal. Ils n'étaient plus dans une dynamique. Ils ne se battaient plus pour l'équipe. Alors ils ont écrit le guide du parfait All Black. Numéro 1, pas de place au connard. C'est fort, hein. C'est pas All Black tu seras, Fougère tu porteras. C'est pas de place au connard. Tous les comportements qui parasitent l'équipe, même si tu es bon, tu n'as plus ta place dans l'équipe. Ils ont mis en place un conseil ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil, hein, mais ils ont mis en place un conseil de joueurs. C'est-à-dire que quand il y a un problème, le coach, il sort de la salle, le président de la Fédé, il sort de la salle, les sponsors, ils sortent de la salle. C'est les joueurs qui analysent le problème. Toi, tu sors en boîte de nuit, tu fous la merde, tu vas passer devant les joueurs, tu vas t'expliquer. C'est les joueurs qui vont décider si c'est acceptable ou pas. Enfin, tellement la dynamique d'équipe est importante. Et ce n'est pas une histoire de compétences. Bon, c'est poussé à l'extrême, hein, je ne vous demande pas une fois de plus de basculer de tout l'un à tout l'autre. C'est juste pour dire que l'équipe est vraiment, vraiment importante. Alors, famille c'est fort, tribu c'est fort, équipe ça commence à vous parler, collaboration ça commence à vous parler. Si on pense que le job il va être compliqué, il faut le faire en équipe. Et au rugby, j'en suis archi convaincu. Je vous donne une petite colonne vertébrale et puis je vous la présenterai très vite au regard du temps. En fait, le rôle d'un coach, c'est de consolider tout ça au quotidien. Je ne parle pas de job, je ne parle pas de mêlée, je ne parle pas d'informatique, je ne parle pas de développement, de marketing, etc. Je vous parle de comportements qui tous les jours font que votre équipe est solide parce que la colonne vertébrale humaine est solide. Et je ne demande pas de venir bosser plus ce dimanche, c'est juste des comportements qu'il faut essayer d'alimenter. Alors, je vais vous en donner 2-3 définitions, mais
Si ton équipe n'est pas épanouie, si les gens à l'intérieur ne s'épanouissent pas, ils auront du mal à donner. Ils vont être dans une tendance à prendre. Et si tout le monde prend, à un moment donné, c'est compliqué. Ou personne ne donne. Il faut un bon état d'esprit. Il faut une cible commune. Il faut de l'intégrité dans l'équipe. Il faut qu'il y ait beaucoup de confiance. C'est juste comme ça, il y a des chefs d'entreprise là parmi vous? Ou pas, c'est pas un piège, hein, ouais. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que le matin, ou pas le matin, mais quotidiennement, vous posez des questions sur ces bulles-là, sans arrêt? Et du coup, moi, quand je coach les équipes, vous voyez, quand tu prends quelqu'un, je dis, la dernière fois que tu as ouvert un fichier Excel, la personne, elle s'est répondue immédiatement, tout ce qui va être du job, c'est maîtrisé sur le bout du doigt. Tout ce qui va être dans le rapport humain, comme c'est par définition un peu subjectif, et que tes équipes, elles sont en mouvance permanente, et bien ça, c'est compliqué. Parfois même abstrait. Nous, au rugby, on s'y pose vraiment les questions. On a même, vous voyez, à l'ASM, par exemple, on va mettre, il y a le coach Azema, mais il y a d'autres gars, McIlroy, qui a été nommé manager, qui n'a pas de rôle sportif. Mais lui, il va s'assurer quand même qu'il y a 2-3 trucs là-dedans qui ne déconnent pas. En plus de missions opérationnelles. Il va prendre la température, il va regarder, il va sonder, il va discuter avec l'environnement du joueur pour s'assurer que tout ça est à peu près aligné. Je vous les présente. Épanouissement personnel. J'ai pas de définition parce qu'en fait, par définition, on n'a pas tous les mêmes leviers. Deux personnes dans la même équipe qui font même le même job, le même salaire, n'ont pas les mêmes leviers d'épanouissement. Il y en a qui vont s'éclater dans le job, il y en a qui vont s'éclater parce que les conditions de travail sont sympas, il y en a qui vont s'éclater parce qu'ils habitent pas loin du boulot. Si demain vous leur proposez le double de salaire, il faut monter à Paris, ils n'y vont pas. Donc faut être vigilant en fait. Et l'idée c'est, quels sont les leviers d'épanouissement de mes collègues? Est-ce que vous connaissez suffisamment entre vous? Est-ce que les chefs d'entreprise, vous connaissez suffisamment vos troupes pour pouvoir actionner là-dessus? Et la plus grande erreur, c'est de dire le premier levier d'épanouissement, c'est les dollars. Il y a des études formelles qui montrent que, alors si on propose 5 000 € de plus par mois, ouais, mais c'est pas la vraie vie ça. Il y a plein de leviers d'épanouissement, sur les conditions de travail, sur la responsabilité, sur l'autonomie, etc. Donc posez-vous les questions et donnez-vous les moyens d'alimenter ça. Et si vous êtes collaborateur d'une équipe, si vous êtes membre d'une équipe, et que de temps en temps vous venez avec la boule au ventre parce qu'il y a des trucs qui ne vous vont pas, il faut les mettre sur la table. Vous ne pourrez pas passer une vie professionnelle, une carrière de joueur, mais là de joueur d'entreprise, si vous avez la boule au ventre parce que vous n'êtes pas épanoui. Vous ferez semblant de faire le match. Et le jour où ça sera difficile, vous vous enlèverez. Deuxième, état d'esprit. Là, je vous mets à contribution. C'est quoi un bon état d'esprit? Il faut qu'il y ait un bon état d'esprit dans l'équipe. Mais c'est quoi? Allez-y, jetez des... Allez-y, ouais. Chacun qui donne des soutiens les uns aux autres, qui s'aide dans le... Une entraide, ok, je prends, ça me va. Écouter les autres. C'était écouter? Une écoute aussi. Ouais. Je prends. Là, j'ai fait exprès de vous prendre un système ASM. Hein. Alors, ça vous induit ou pas en erreur? Chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Je prends. Ouais, ceux qui... C'est quoi un bon état d'esprit? C'est la capacité de se remettre en question aussi. Ouais. D'accepter de... Je prends. En fait, pour être clair, je vais tout prendre ce que vous voulez. Parce que je ne sais pas ce qu'est un bon état d'esprit. Je ne sais pas. Moi, j'ai ma vision à moi, vue de ma fenêtre. Mais est-ce que c'est la même que... Je prends quand je bosse pour Michelin, ils disent, nous on a un super état d'esprit, mais Goodyear, ils disent la même chose. Hein. Leur concurrent direct. L'un ne peut pas, même s'il n'y a pas d'animosité frontale, mais je fais un raisonnement par l'absurde. Des hooligans. Est-ce qu'ils sont solidaires? Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils s'écoutent? Donc ils ont un bon état d'esprit. Si tu es dans leur camp. Si tu es dans... Voilà, ça dépend de... C'est pour ça que j'ai pas une bonne... Alors je me suis permis de mettre une définition, elle n'est pas dans le dictionnaire. En fait, la question fondamentale, en fait, c'est ça là. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs de mon équipe? Quel est l'ADN de mon équipe? Quel est l'ADN de mon entité? Et un bon état d'esprit,
on a dit que dans notre équipe, on était comme ça, on est plutôt solidaire, comme l'a dit madame, etc. Eh bien, un bon état d'esprit, ça veut dire que tu es solidaire, mais tout le temps. Pas quand ça t'arrange ou le vendredi, quand tu n'as plus rien à faire à 16h30 que tu es en fin de semaine. Tout le temps. Tu es en train de bosser, c'est dur, tu as ton collègue qui est encore plus en difficulté que toi. Tu vas l'aider. Tu dois sortir de ta zone de confort pour aller aider quelqu'un, tu le fais. C'est ça l'état d'esprit, c'est-à-dire s'engager par rapport aux valeurs, et tout le temps. Et tout le monde le fait. Donc c'est ce fameux ADN en fait qu'on a tous. Nous, par rapport au rugby, on a quelque chose qui est tourné dans le commercial, l'entreprise. Et par rapport à l'état d'esprit, ce que je pourrais dire, c'est qu'un mauvais état d'esprit, par contre, ça je sais que j'essaie d'éviter d'avoir des gens comme ça dans mon équipe, c'est-à-dire les gens qui pensent que l'entreprise est là pour profiter d'eux, c'est la guerre entre le patronat et les salariés. Et ça, c'est pas facile de créer une cohésion d'équipe pour moi et d'avoir un bon état d'esprit avec des gens qui sont comme ça. C'est pas très facile à identifier, mais c'est des gens, c'est dans leur éducation, dans leur culture des fois que ça vient. Ben ça, il faut, et là, faut dépêcher de le déceler, oui, parce que sinon ça, vous allez le traîner comme un boulet. C'est pas facile à déceler. Voilà, il n'y a peut-être pas ça dans le rugby, parce qu'on n'a pas cette image de la boîte qui va profiter du gentil joueur. Nous, c'est pas le partenariat contre le truc, mais combien c'est. Moi, je dis toujours, un bon entraîneur, c'est qui un bon entraîneur? C'est quoi un bon entraîneur? C'est celui qui te fait jouer. C'est-à-dire que quand tu es joueur, quand ton coach il te fait jouer, c'est un bon, et quand il ne te fait pas jouer, ça devient un connard. Mais du jour au lendemain, bah, on a ça. Hein. C'est-à-dire que le joueur ne se remet pas en cause, et quand le joueur pense que le coach n'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits, il en parle aux autres, etc. Et donc on a la même chose. Hein. C'est pas tout à fait le même rapport, mais on a l'opposition qui est frontale de la même manière. Tout ça pour dire que, et j'ai vu Marion, elle a levé la main, tout ça pour dire juste que dans votre équipe, quand vous staffez, quand vous recrutez ou quand vous êtes lancé, écrivez vos valeurs. C'est-à-dire le plus strict, c'est pas le job, hein. C'est pas on développe si on... C'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que j'aime bien dans mon équipe, qu'est-ce qu'on aime bien dans l'équipe. Et à partir de là, on se regarde dans le blanc des yeux et tout le monde actionne. Et quand on staff, quand on recrute quelqu'un, le CV, on passe en long, en large, en travers, on essaie de faire un entretien, 2 entretiens pour sonder la personne. Parlez-lui de ça. Dites-lui que dans votre équipe, ça fonctionne comme ça. Essayez de sonder si cette personne-là, tous les jours dans votre équipe, elle fonctionnera comme ça. Par rapport à vos propres valeurs. Parce que c'est pas juste finalement le mauvais état d'esprit, c'est juste parce qu'il y a des éléments qui ont raté la première étape en fait de l'épanouissement personnel. Oui. Souvent c'est la conséquence, hein, parce qu'on se retrouve. Le mauvais esprit, c'est des gens aigris, c'est des gens qui vont être jaloux, envieux, ou qui vont vouloir prendre ou lui donner, et c'est juste parce que la première étape elle est ratée. Elle n'est pas satisfaite. Hein. Ils arrivent avec un souvent. Ouais, oui, il y a des traces. Par exemple, c'est familial, on pense qu'on il y a des familles. C'est lié à l'éducation, hein, je suis assez d'accord. On est volé par le patronat et tout ça. Oui, mais parce qu'ils sont pas dans un épanouissement. Ils sont pas épanouis. C'est pas forcément la faute de la boîte. Ça, il y a un travail à faire. C'est le problème vient de À le sonder au départ, le plus rapidement possible. Voilà, c'est l'individu au service du collectif. Si l'individu il est un peu raté atteint au départ, pardon. Oui, parce que voilà, c'est des idées qui circulent, les gens les adoptent ou pas, mais on n'a pas envie. Donc ça veut dire, le petit travail, je vous dis, écrivez ça, passez à un moment donné dans votre développement, passez à écrire quelles sont les valeurs. Je vous ai mis ce vestiaire-là exprès pour vous induire en erreur. C'est-à-dire que vous pourriez dire, bon bah, c'est hyper organisé, le rugbyman est rigoureux, le rugbyman est hyper cadré et tout. Oui, si ça, on est capable de le retrouver après le match. Après la vraie vie, parce que ça, c'est pas la vraie vie, là. Ça, c'est un organigramme, c'est le monde parfait. Là, je vais être un peu vulgaire, il y a un chaouche qui est venu et qui a mis le 15 à côté du 14, qui a tiré les godasses. Il y a un mec qui fait ça, qui est payé pour ça. Si tu m'expliques que l'ASM, les joueurs sont très très rigoureux et que c'est une des valeurs de l'ASM, non, pardon, je me suis trompé, c'est les Japonais à la Coupe du Monde de foot. Alors, c'est peut-être du marketing, c'est peut-être du too much. Eux, ils nettoient, ils balayent le vestiaire, tu sais même pas qu'ils ont joué. Et ils terminent par te mettre un petit mot, merci pour l'organisation. Je vous dis, c'est peut-être du ultra communiqué, mais ça fait partie de leurs valeurs. Après, on adhère pas, c'est autre chose. Si tu n'as pas un bon état d'esprit, le jour où c'est compliqué, ton mur il se fissure. Une cible commune. Il faut être très très vigilant. Dans le rugby, c'est très simple, dans le monde professionnel, c'est nettement plus complexe. À savoir, tout le monde a des objectifs différents.
Un pilier, chez nous, c'est un gros qui fait des mêlées, et un ailier, je caricature, et un ailier, c'est un gars qui court très très vite. Ils ont chacun leur objectif, l'un ne fait pas le job de l'autre, et il ne peut jamais le faire. En fait. C'est vraiment deux métiers complètement différents, ils ne se préparent pas de la même manière. Par contre, ils font le même match. Et ça, c'est ce qu'il faut arriver à percevoir de manière macro. Est-ce que dans mon équipe, on fait tous ce même match? C'était l'histoire des Fanao, où des joueurs pensaient plus à leur carrière, à leur relation avec l'agent qu'avec l'équipe. Il faut être vigilant à ça. Par contre, il faut écrire le match. Parce que ça paraît évident. Nous, au rugby, c'est facile. Tu joues les Blacks, tu joues Montpellier, tu joues La Rochelle, etc. Tu vas jouer les Roumains ce week-end. Tout le monde le sait, c'est-à-dire que la secrétaire le sait, le jardinier le sait et les joueurs, évidemment, le savent. Tu demandes au jardinier quel est son match, il va te dire, c'est les Roumains samedi. Il ne va pas jouer Lyon, c'est définitif. Il ne jouera pas, mais il va tout faire pour alimenter le match. Dans l'entreprise, même avec des gens très 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 bien, les gens ils sont objectivés. Les gens ils vont faire 100% de leur job. Et ben, on peut même arriver à des schémas où lui fait son job et ben, il va être emmerdé par l'autre qui fait bien son job. C'est les fameuses dualités, la qualité avec la prod, la maintenance avec la prod, où l'un va regarder ce qui se passe chez l'autre. Ils en arrivent parfois à être en conflit. Qu'avec des gens bien. Je ne vous parle même pas si vous mettez un tordu dedans. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun joue son match. Il ne joue pas le match de l'équipe. Vigilance absolue. Et on peut même avoir des fois des phénomènes. Hein. C'est qu'on va se retrouver avec je fais mon match, tu fais ton match. Je fais mon match, tu fais ton match. Je fais mon match, tu fais ton match. Et en fait, sans s'en rendre compte, on n'est plus du tout fanat ou quoi. On est en train de s'éloigner. On passe plus de temps ensemble parce que je suis affairé à droite et toi tu es affairé à gauche. Il y a plus de... Vous m'avez parlé d'être à l'écoute. Bah, plus on s'éloigne, moins on est à l'écoute. Moins du coup on peut se supporter, moins on peut s'entraider et l'équipe se distocke en fait. Donc il faut être très très vigilant et je vais même être un peu violent. Mesurer tout ce qui se fait, tous les actes qui se font et ce qu'ils alimentent le match. Tout ce qui se fait dans l'entreprise. Tiens, on achète ça, tiens, on pense comme ça, tiens, on va dans telle direction, tiens, on se tape comme ça, est-ce que ça sert le match? Sinon, de temps en temps, vous vous retrouvez avec deux matchs différents. Et là, dire, attends, je peux pas, je fais mon match, et moi aussi, et ça peut ne pas gagner. Et vous, celui qui est manager et puis qui doit cornaquer un peu tout ça, il sort les rames. Hein, parce qu'il a que des gens bien dedans. Donc c'est compliqué de les recadrer, les gens bien. Donc voilà, être bien vite, oui. Et alors, avec une équipe de rugby, on les voit beaucoup s'entraîner, à faire des exercices sur les stades. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais ça veut dire qu'en fait, vous faites beaucoup de réunions où vous leur dites notre objectif, c'est ci, c'est ça, parce que ça passe par les mots, l'objectif. Et nous, c'est en plus violent, parce qu'en plus, dans une équipe, les gars sont concurrents les uns avec les autres. Ils s'entraînent. Oui. Nous, on a 42 joueurs, il n'y en a que 22 qui sont retenus. Et dans les 22, il n'y en a que 15 qui débutent. Hein. Donc c'est hyper violent. Et nous, les gars, ils ont tous des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans max. C'est-à-dire que tous les jours, tu t'entraînes avec un mec qui va rester, qui va prendre ta place. Donc si tu n'as pas mis ça au-dessus et puis que ça prend le dessus, bah, les joueurs ils peuvent se battre entre eux et on passe notre temps à nous réunir. Sur un entraînement d'1h30. Alors tenir des discours. Ouais. Alors à recadrer les comportements, à redonner la cible, à redonner des tempos, à redonner l'ambiance. Alors une ambiance de colère des fois, ou une ambiance de ras-le-bol, ou une ambiance positive, hein, mais en permanence sur les réunions. Après au rugby c'est facile, tu es dans la même unité de lieu et même d'instant en permanence. Dans l'entreprise, pas sur le même bâtiment, t'en as un qui est aux États-Unis, t'en as un qui est en France, c'est pas évident. Voire même, tu peux vraiment avoir des corps de métier radicalement opposés. Je pense que la distance, elle peut s'induire, même quand on est 4 ou 5 dans le même bureau, et à se dire, on est tous ensemble, on n'a pas besoin de se réunir. Bien sûr. Les réunions. C'est la fameuse maladie des open space. Hein. Il ne faut pas relancer le débat. On a dit on les met tous ensemble, on met tout le monde ensemble dans un open space, ça va communiquer dans tous les sens. Tu fais derrière des enquêtes, les gens communiquent moins dans un open space que dans les bureaux séparés. Parce que tu as des barrières virtuelles en fait. Donc il faut les réunir. Sur un entraînement d'1h30, combien de fois je réunis mes joueurs? Tous ensemble. Les 40 en même temps. 5 fois. En 1h30, je les réunis 5 fois. Bon, on ne peut pas faire ça au boulot. C'est très court. Mais par contre, tu ne racontes pas ma vie. Hein. Il faut produire. Hein. Donc, mais ça dure pas. On les prend au début, on leur donne la température. À la fin de l'entraînement, on les rassemble. Ils ne repartent pas chacun de leur côté. Ils repartent fanao. Alors, il y en a qui rangeront le matériel, il y en a qui feront ci, il y en a qui feront du jeu au pied, il y en a qui feront du physique. Chacun repartira sur des choses, mais on réunit tout le monde pour justement s'assurer que tout le monde est à peu près aligné. On consacre énormément de temps à tout ça. Intégrité. Il faut être vigilant sur ce concept-là.
Par le passé, je vous aurais pas mis intégrité, je vous aurais mis respect. Il n'y a pas de grande équipe s'il n'y a pas du respect. Et le respect, je vous aurais donné cette définition-là. Mais j'ai changé ça, donc je vais vous le expliquer pourquoi. Le respect, en fait, c'est quoi? Tout le monde dit que c'est un mot noble, le respect. Je sais pas si... Oui? Ma définition à moi du respect, c'est tu dis, tu fais. On dit, on fait. À partir du moment où tu ne fais pas, tu deviens irrespectueux de ce que tu as dit. Tu deviens irrespectueux du postulat. Le problème en France, il n'est pas là. C'est que nous, en France, on mesure si l'écart il est acceptable ou pas. On ne se donne pas les moyens d'être aligné. Ouais, 5 minutes en retard à la réunion, c'est bon, ça passe. Ça passe. 5 minutes, ça passe. 6 minutes, ça passe pas. Mais 5, ça passe. 5 minutes avec toi, ça passe. Toi, ça passe pas. Tu as fait 2-3 fois, tu me saoules, ça passe pas. Et on se retrouve en fait à arbitrer un truc de manière complètement déloyale, inégale, inéquitable. Et ouais, bah, c'est l'armée mexicaine. Et puis bah, le jour où ça gagne, où ça perd, bah, tu sais plus l'arbitrer ça. Donc moi je pars du principe en fait que par défaut, il faut que tu t'alignes. Tu dis quelque chose, il faut le faire. C'est pour ça que j'ai bien mis le on. Le on est un con, ça ne veut rien dire on. On te laisse opportunité de dire. On te laisse opportunité. C'est à toi de t'engager, c'est à toi d'écrire ce que tu peux faire. Si on te l'impose, alors on t'impose des choses. On t'impose la loi, on t'impose t'arrêter au feu rouge, il y a des choses qui sont dites par d'autres. Mais il y a peut-être des choses au périmètre de ton équipe que tu peux écrire. Des règles de fonctionnement, des règles de vie, des règles de process, etc. On l'écrit ensemble. Et après on s'y colle. Et c'est pour ça que j'ai mis intégrité, parce que si on ne s'y colle pas, ça peut arriver. Bah, il y a un contretemps, je devais arriver à 5h et j'ai un accident sur la route, j'y peux rien, c'est pas écrit dans le livre. Je ne vais pas partir la veille pour etc. Ça fait partie, ok. Bon, bah là, on est en décalage. Et c'est pour ça que j'ai mis intégrité. Mais c'est un décalage sur lequel tu n'y peux rien. Définitivement, tu n'y peux rien. Parce que quand je coach des équipes, des gens qui arrivent 5 minutes en retard à la réunion, parce qu'ils ils appellent ils passent un dernier coup de téléphone à 1 minute, parce qu'ils s'arrêtent à la machine à café, parler avec Pierre-Paul Jacques, parce qu'au dernier moment, il y a le chef qui m'a chopé, je ne pouvais pas m'en aller, alors j'ai parlé avec le chef. Ah non. Chef ou pas chef, tu as une réunion qui commence à 15h, le chef, tu lui expliques et tu t'en vas et tu arrives à l'heure à ta réunion. Parce que si tu n'arrives pas à l'heure à ta réunion, tu ne respectes pas du coup tous ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure. Et en fait, tu détricotes le pull. Tu t'en sors pas. Donc intégrité, c'est ça, c'est juste de dire, je n'ai pas à douter de mes collègues. Si jamais ils ne sont pas au rendez-vous, au sens large, ils n'ont pas triché. Pas de place au connard. Quand tu arrives en retard délibérément, tu es un connard, potentiellement. Quand tu arrives à un accident de la route, c'est autre chose. Ça remet en cause l'intégrité. Et dans une équipe, quand tu staffes, etc., il faut absolument que tu sois rassuré à ce niveau-là. Si tu commences à douter de lui, ça va impacter la dernière slide, la confiance. Donc il faut se dire les vérités, et quand ça ne va pas, il faut se le dire tout de suite. Il ne faut pas attendre le mois, il ne faut pas attendre le ras-le-bol, il ne faut pas attendre l'évaluation annuelle si vous en faites. Il faut se le dire tout de suite. C'est un dysfonctionnement, ça attaque l'équipe, ça ne va pas. Et quand l'équipe est mûre, ce n'est pas le manager qui dit au manager. C'est les joueurs qui se le disent entre eux. Quand il y a 10 joueurs qui ont fait l'effort d'arriver à 15h et que l'autre il arrive à 15h10, les 15 joueurs ils tombent dessus. Ils disent, oh, c'est 15h l'arrivée. Ou alors on la met à 15h10. Ça passe par ce travail-là. Si vous recadrez un joueur, vous le faites en privé ou... Oh, pas toujours moi. Moi, il peut prendre un... Parce qu'il y a les deux. Et moi, je peux des fois être très très violent. Je le sais. Alors pas violent physiquement, bien sûr, mais verbalement, mais très très violent. Parce que je sais que j'y mettrai la même énergie quand je vais vouloir le féliciter, l'encourager. Et au rugby, c'est pas pareil dans l'entreprise, mais au rugby, si je prends toujours un joueur à part, ça veut dire que c'est un problème à part. Et des fois, c'est pas un problème à part, c'est un problème d'équipe. Quand le gars il arrive en retard, il emmerde l'équipe, il emmerde tout le monde, il n'emmerde pas le manager. Il emmerde tout le monde en fait. Donc sur ça, je vais le reprendre à part. Après, si c'est... il y a certains, même si je sais que ça va clasher fort, je vais le prendre à part. L'idée, c'est pas de faire un scandale devant tous les joueurs. C'est pas de déstabiliser l'équipe. Mais les problèmes d'équipe, je gère en équipe. Et moi, ma première des règles, quand quelqu'un est respectueux, en fait, c'est de lui dire dépêche-toi de te remettre dans l'axe. Et après, on analysera le décalage et s'il faut ou pas le sanctionner, le débattre ou le réguler. Mais tout de suite, dépêche-toi. T'es en retard, dépêche-toi, cours vite là. Les 100 derniers mètres, tu cours. Fais voir à tout le monde que tu as envie de rentrer dans l'ordre.
Tu veux donner un rapport mardi, tu ne peux pas le donner, mais dépêche-toi de le donner, pas le mardi d'après. C'est mercredi, tu donnes tes éléments, tes infos. Dépêche-toi de revenir, parce qu'en fait, tu donnes un signe que presque tu t'excuses en fait en faisant ça. Il faut le réguler tout de suite, ça. Si vous ne le régulez pas tout de suite, il se passe deux phénomènes en fait. Le premier, c'est que les autres trouvent que c'est injuste. Donc l'équipe vit avec de l'injustice, pas génial. Et quand tu rechopes le mec la semaine d'après, que tu lui réexpliques que la semaine d'avant ça allait pas, il comprend pas le gars. C'est du réchauffé. Il dit bah attends, tu me l'as pas dit pendant 3, 4, 5 jours, tu as vécu avec et la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Donc le switch se fait pas facilement. Il faut prendre tout de suite. Après, si ton ambiance est positive, etc., tu ne montes pas au clash à chaque fois. Tu n'es pas obligé de... Et le dernier et le plus important, et j'en aurai fini, après on pourra échanger. Alors je ne sais pas du tout les timings, je ne regarde pas, je suis à capella. Il n'y a pas de grande équipe s'il n'y a pas de bonne relation de confiance. Il n'y a pas de bonne équipe, il n'y a pas de grande équipe s'il n'y a pas de bonne relation de confiance. Il peut même y avoir des équipes sans stars. Et c'est comme ça en fait qu'est né mon travail. C'est comment ça se fait qu'une équipe de rugby où il n'y a pas de stars, ils arrivent à gagner des matchs avec des stars en face. Parce que l'envie, parce que la motivation, la détermination, ils arrivent à se transcender. J'ai presque envie de dire, c'est la Belgique au foot. Alors il y a une star et puis et derrière plein de soldats. Ils arrivent à contester les meilleurs, quoi. Et puis tu as le Brésil ou d'autres pays, plein de stars, mais ça ne matche pas et ça ne le fait pas. Ça doit être dur d'avoir de la confiance si les 40 joueurs sont en permanence en compétition les uns contre les autres. Non, alors, nous on le sait dès le début, hein, c'est le postulat du sport. Mais le judo, vous savez comment ça se passe au judo? À l'INSEP, il y a Teddy Riner. Donc lui il est là, tac, il s'installe. Marcel, Paul, Benoît. Et les gars ils viennent et ils sont sparring partners d'entraînement, ils se font casser la gueule pendant 1h30. Et comme Astérix et Obélix, c'est pareil. Mais c'est la règle du jeu en fait. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans le jeu, tu trouves que c'est injuste. Quand tu es dans le système, ça fait partie du... Donc tu signes, il y a une équipe, tu te bats pour être dedans. Par contre, dans tes valeurs, tu es ultra solidaire. Donc même avec ton concurrent potentiel. Par contre, tu es ultra engagé contre l'adversaire. Donc le Toulonnais, tu vas le massacrer, mais ton collègue qui te pique ta place, ça fait partie du jeu. Alors par contre, une fois de plus, il faut être juste dans ta communication quand tu es coach, parce que si c'est toujours le même qui joue, et l'autre qui joue jamais, il ne comprend pas. Si le gars il n'est pas bon et qu'il continue à jouer, il ne comprend pas, il faut l'alimenter. Confiance, et je vais revenir après dans ma petite définition. Ça vous parle, confiance? Vous pensez que c'est important? Je repose une idée. Qui est chef d'entreprise? J'en ai eu deux. Il y avait une... Madame? Non? Quand est-ce que vous avez fait de la confiance pour la dernière fois? De manière délibérée, intentionnelle, programmée, évaluée? Alors, évaluer, non, mais par contre, consciente, oui. Voilà. Alors, c'est mon enjeu en fait. Alors, l'évaluer, effectivement, c'est compliqué, même s'il existe des outils, alors pas au quotidien, hein, parce que dans le job, on évalue tout. On évalue les budgets, on évalue un plan d'action, etc. La confiance, on pense que c'est important, mais il y a une part de subjectivité. Au moins, il faut avoir l'intention de faire. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'intention de fabriquer de la confiance, tu sais ce que tu fais? Tu fabriques de la méfiance. Donc, si tu ne penses pas faire, ou n'a pas avoir le temps, ou ne pas comprendre ce qu'il faut faire pour faire de la confiance, gentiment, tu fabriques de la méfiance. Donc le monde parfait des bisounours, on est tous copains, il est cool, il n'existe pas. Mais le monde où on fabrique beaucoup de méfiance et tous en même temps, il faut être vigilant. On est assez binaire là-dessus. On passe notre temps à nous évaluer, vous le savez ça. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine. Mon cululu, oui. L'habit ne fait... En permanence, on s'évalue. En permanence, quand vous êtes rentré, vous m'avez mis une note. Quand je me suis présenté, vous m'avez mis une note. Quand vous avez vu le diapo, vous me mettez une note. En permanence. Il est bien, il n'est pas bien, il est sérieux, il n'est pas sérieux, il est rigolo, il n'est pas rigolo, il est con, il est... Tout, vous m'avez catalogué. Et réciproquement. En permanence, on laisse des traces. On laisse des traces dans nos relations de confiance ou de méfiance. Donc il faut être vigilant. Alors il ne faut pas se torturer l'esprit pour ne plus être soi, mais il faut quand même avoir conscience que je dis quelque chose à quelqu'un ou je ne dis pas quelque chose, ça laisse des traces. Et nous, on voudrait plutôt des traces de confiance. Qui en donne une définition de la confiance? Il y a deux inputs.
Vas-y. Il y a que deux, je sais pas, hein, c'est pas... Vas-y. La confiance, c'est aligné en fait entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, qui soit vraiment aligné dans... Comment dire? C'est œuvrer quotidiennement pour une cause commune, une confiance d'équipe. Avec les défauts, les qualités de chacun, mais voilà, on sait que tout le monde œuvre dans ce sens-là et il y a une confiance en l'autre. Ça peut peut-être rentrer dans cette boîte-là. C'est-à-dire que mon premier input, en fait, c'est en permanence, quand tu dis aligné, c'est je te fais confiance parce que je sais que. Plus je sais que, plus je suis à l'aise pour me projeter dans la relation, plus je vais faire confiance. Plus je sais que tu vas être aligné, je prends un exemple, hein, plus je sais que tu es formé, que tu as les diplômes, que tu es missionné pour, que tu es motivé pour, bah plus je vais être à l'aise pour faire confiance. Parce qu'en fait, tout s'aligne en fait. À l'inverse, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne sais pas ton job. Je ne sais pas qui t'es. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. Comment je te fais confiance? Là, je jette une pièce et puis Inch'Allah. Mais ça, c'est pas durable, c'est pas viable en fait dans une relation. Donc il faut être vigilant dans le modèle que vous créez. Il faut permettre la projection. Et réciproquement, il faut s'aligner, quoi. Je reprends les termes de Marion, il faut s'aligner, c'est-à-dire tu dis un truc, il faut le faire, tu as été en formation, il faut que tu le restitues. Tu t'es fait casser la gueule sur un projet, bah, le deuxième projet, tu t'adaptes, tu t'organises pour ne pas te refaire casser la gueule de la même manière, etc., etc. Il faut absolument permettre ça. Donc, une fois de plus, dans le même bureau, si ça n'échange pas, si ça ne communique pas, s'il n'y a pas de l'échange du partage, de l'échange de bonnes pratiques, etc., c'est pas GGN. Il faut provoquer ça. Et la deuxième chose, je vais y aller parce que ça peut être compliqué, celle-ci on l'oublie. C'est-à-dire que dans une relation de confiance, à un moment donné, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre, c'est-à-dire que je vais déléguer une info, je vais déléguer une mission, je vais déléguer un budget, je vais déléguer un brevet, je vais déléguer une tâche, etc. Donc je vais en perdre un peu le contrôle de ça. Et ça, il faut bien que je le vive. C'est dur, ça. Ah oui, bien sûr. Parce que quand tu es boss, que tu délègues, etc., si ça se casse la gueule, le boss, il ramasse fort. Hein. Le collaborateur, le fautif, va ramasser, mais celui qui en a perdu le contrôle, mais en plus, il n'a pas forcément les leviers, en fait. Donc si ça, il ne le vit pas bien, eh ben, il va être en contrôle permanent. Donc c'est le fameux je t'appelle tous les quarts d'heure ou je veux un tableau de bord tous les soirs pour le rétro-contrôle. Alors, on dit toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle, je valide, parce que ça rassure, en fait. Mais c'est pas du contrôle permanent où je fais à ta place, sinon il n'y a pas de relation de confiance. Donc il faut être vigilant, en fait, dans une relation, c'est quelles sont les traces. C'est pour ça, là, quand vous me disiez, est-ce que vous recadrez les joueurs en frontal, devant tout le monde? Il faut être vigilant, parce que si je rebondis quelqu'un et que je lui casse sa confiance en lui, que je l'humilie, etc., eh ben, il va passer pour un faible, il va plus oser, et puis il va se sentir minimisé, et il ne va plus exister dans le groupe. Donc je vais lui raboter sa confiance en lui. Là, c'est catastrophique. Donc il faut être bien vigilant. Dans une équipe, on ne met personne en danger. Il ne faut pas accepter que les gens soient en danger. Alors danger, mettez des guillemets, hein, c'est pas un danger physique, mais même un danger spirituel, je m'exprime. Il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de réinterprétation des discours, il n'y a pas de choses comme ça. Sans quoi les gens vont se mettre en méfiance. Ils se basculeront. Je me sens en danger dans cette équipe. Si à chaque fois que je dis quelque chose de patron, il me met une branlée, eh ben, je vais terminer, j'ai une autre règle. Je ne dirai plus rien. La première règle, ça serait je fais les efforts de dire des choses qui plaisent au patron. La deuxième, c'est je ne dis rien. Il y a des travaux, c'est ma dernière slide, ça me semble important. Je ne dis pas que ce monsieur a raison, mais j'aime bien le concept. Ce monsieur, c'est un Américain, c'est un consultant américain qui a bossé sur à peu près 1000 collectifs, alors dans toutes les strates, tous les secteurs d'activité. Et lui, il a cherché en fait à comprendre, non pas comment on construisait une équipe, mais lui, il a fait un mécanisme inverse, il a cherché à comprendre comment ça se fait qu'une équipe ne marche pas. Alors c'est une théorie un peu négative, hein, ce n'est pas la philosophie. Et il a travaillé sur les dysfonctions d'une équipe. Et puis, à un moment donné, vous êtes dans votre équipe, vous trouvez que les gars ne s'engagent pas, vous trouvez que les gens, à un moment donné, sortent pas de leur zone de confort. En France, on fait quoi? On fait un team building sur l'engagement. On les emmène, on leur fait faire un truc de... Lui, là, en fait, il a démontré que bien souvent, le problème à un endroit était lié à des manques ailleurs. Alors, c'est un peu schématique. Et le début de la pyramide, c'est le manque de confiance. Je vous l'explique à l'envers. Quelqu'un qui n'est pas en confiance, il aura du mal en fait à donner son avis.
Alors dans une équipe, ça va se voir en réunion, vous voyez, c'est la fameuse bascule arrière. Quand vous commencez à avoir quelqu'un qui se met comme ça, là, qui recule, c'est ou parce qu'il est fatigué feignant, ou parce que... Vous voyez ce que je veux dire, hein, la bascule? Donc ça, il faut que vous... Alors c'est du body language, mais vous l'analyserez. Hein. Vous commencez à avoir des gens en réunion qui sont comme ça, c'est pas possible. Et où ils s'endorment, ou surtout, ils ne veulent pas, en fait, faire prendre un scud ou faire partie de la réunion. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner leur avis, ils ne vont pas challenger la décision. Et s'ils n'ont pas challengé la décision, peut-être qu'ils la valent pas cette décision. Donc derrière, ça va impacter l'engagement. Alors tout ça, ça veut dire quoi? C'est des gens qui sortent d'une réunion qui disent ça ne marchera pas. C'est sûr et certain, ça ne marchera pas. C'est complètement débile, c'est pas que ça ne colle pas du tout à la réalité du terrain. Ça, moi, combien de fois je l'ai entendu? Les mecs sont en réunion pendant 1h30, ils disent rien. Ils sortent là, ils passent la porte, 1 mètre plus loin. Ils savent déjà que ça ne marchera pas. Mais ils ne l'ont pas dit en réunion. Donc ces gens-là, quand ils remontent après dans les bureaux et qu'ils repartent après sur le terrain, pour peu que ces gens-là ils managent, comme ils n'y croient pas, eh ben, ça a un impact terrible sur... ils ne vont pas le faire. Donc ça, c'est le comportement. Ils vont voir les collègues. Ils disent, bon, il a été décidé ça en réunion. Pas sûr que ça marche. Alors on va se calmer, on attend un peu. On attend la V2, la V3. Tranquille. Et puis, ben, comme ça ne marche pas, à l'arrivée, quand on évalue, ben, tout le monde s'en fout. Et c'est le fameux, ça ne marche pas. Ouais, je le savais. Je le savais, oui. Je l'avais dit. Tu avais 1h30 pour le dire, tu ne l'as pas dit. Et une fois qu'on est là au pied du mur, voilà. Mais ça gagne pas. Et ça se termine après par des gens, en fait, qui, in fine, comme le projet collectif, ils n'y croient pas, et ben ils vont se battre sur moi et mon périmètre. Donc le mec, il va s'organiser son bureau, ses missions, son périmètre à bloc. Par contre, tu as perdu le match. Mais lui, quand tu l'évalueras, il aura 18. Il dira, mais moi j'ai fait mon taf. Hein. Moi, j'ai exactement tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Ouais, mais on a perdu. On n'a pas l'affaire. Ouais, mais moi, j'ai fait mon job. Ouais, mais on a perdu. Donc si on fait que de perdre, à un moment donné, ça va être compliqué. Ouais. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est de comprendre. Et tous ces mots MAUX, en fait, ils peuvent venir par une confiance qui n'est pas assez solide. Mais sans même les avoir fouettés, insultés, etc., des fois les gens ils se livrent pas et ils ne font pas confiance naturellement. Bah alors, il y a déjà la personnalité. Hein. Il y a des gens qui... construire la confiance. Ça il faut la construire, elle vient pas. Bien sûr, bien sûr. A priori, il n'y a pas confiance avec l'employeur. Bah, ça, c'est les fameux gens. Il y a des gens. Alors, des fois, il y a la personnalité. Parler les gens, dire ce qu'ils pensent. Il y a la personnalité qui fait qu'il y a des gens qui s'expriment. On n'a pas besoin de terminer la phrase qui parle. Le français est plutôt comme ça. Et il y a des gens parce que ils viennent d'arriver, parce que vous avez un alternant, un stagiaire, il connaît rien, donc il se dit mais j'ai pas de légitimité à parler. Erreur fatale. Il faut le laisser parler. Et après, il faut peut-être pas l'exposer. C'est bête ce que je veux dire, mais le tour de table, là, tout à l'heure en plénière, là, quand on dit à Huette, présente-toi devant tout le monde, si tu es intimide, tu l'assommes. Donc qu'est-ce qu'on fait sur le tour de table? C'est Clément qui me présente, c'est Pierre qui me présente, plutôt que de dire Huette, présente-toi. Et là c'est pareil, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est expliqué, peut-être on va aller recueillir des idées avant, on va le sonder avant, apporter sa décision, apporter son idée, puis au fur et à mesure le laisser grandir. Et ça reboucle avec épanouissement personnel. Mais si vous savez la personne fragile et tout, ne la mettez pas en première ligne. Là, vous ne feriez que alimenter ça, en fait. J'ose pas parler, vous me donnez la parole. Et alors, je vous dis, pour peu qu'ils prennent une rafale à la première fois où ils parlent, c'est fini. Hein. Changement. Donc, voilà, l'idée, c'est ça, en fait. Alors, j'ai pas le temps mais là-dessus, il existe, alors vous aussi de potasser, etc., mais il existe il y a des travaux qui ont été faits qui montrent les comportements, vous voyez, le partage d'infos, de la transparence, le feedback, la loyauté, qui permettent plutôt de fabriquer de la confiance versus fabriquer de la méfiance. Il y a quand même plein de travaux qui ont été faits là-dessus, sur du comportement managérial, et je vous le dis bien, c'est pas de venir bosser le dimanche après-midi. Hein. C'est pas du boulot en plus, c'est juste dans ma façon de piloter mon activité et piloter les hommes, et piloter que les hommes entre eux vivent. Ça sera mon mot de la fin en fait. Hein. C'est que tu as l'équipe à l'image de ce que les gens apportent. Si les gens dans ton équipe, ils amènent de la merde, tu auras une équipe de merde. C'est pas la faute du manager, hein. C'est ce que les gens amènent. À l'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manager, il régule, il accélère, il ralentit, mais il doit dire, voilà, mon équipe, elle est riche de ça, et vous devez emmener ça, vous devez emmener ça, vous devez emmener ça dans l'équipe. Vous devez amener ces comportements-là, vous devez amener cette bienveillance, vous devez amener cette positive attitude. Moi, j'organiserai un petit déj une fois par semaine, par mois, le mardi matin.
Mais toi, s'il n'y a que des cons, petit-déj, ça ne marchera pas. Moi, j'amènerai le schéma, manager, vous emmenez l'intérieur du schéma. J'en ai fini, je ne sais pas si dans les timings, je ne sais pas du tout. Question-réponse. Allez-y. Ou pas. Service, j'en ai à moi. Alors, madame et après vous. C'est qui madame? Moi, je Bah, voulais oui. juste revenir sur le fait de réguler les conflits. Ouais. J'ai juste une petite nuance que je suis pas Bien sûr. totalement d'accord sur le fait de réagir de suite sur le moment. Moi, j'aurais tendance personnellement à plutôt garder pour un moment privilégié où on peut en discuter plutôt que de tacler sur le moment. Alors, je vous donne ma version. Il n'y a pas de version. Ouais. À savoir, il ne faut pas se dire, ma règle, bon, le mec il a foutu la merde, il a mal parlé à tout le monde, je le choperai la semaine prochaine. Ouais, non. Parce que si vous commencez à écrire cette règle-là, peut-être qu'entre aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a 3 morts. Donc peut-être qu'il faut intervenir tout de suite. Et à l'inverse, il ne faut pas raisonner à 100 chaud, C'est ça. parce que si vous êtes à 100 chaud, bah, c'est les émotions qui parlent, pas les faits, etc. Et si vous parlez à quelqu'un qui est aussi à 100 chaud, bah, ça va terminer en conflit. Et nous, la conflit, on n'en veut pas. Le conflit, à chaque fois qu'on est en conflit, on est en dysfonctionnement. Nous, on veut de la confrontation. On veut échanger sur des idées, on veut échanger sur une situation, mais on ne veut pas, pas sur des hommes. Mais maintenant, moi, je valide en partie ce que vous dites. Cela dit, l'équipe a besoin de loyauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un gamin, quand il fout les doigts dans la prise, si tu attends une semaine pour lui expliquer que fondamentalement ça peut piquer, etc. Bien sûr. Voilà. Avec toute la mesure. Vous avez compris. C'est encore un raisonnement par l'absurde, mais et parce que les autres, ils ont aussi besoin de voir que le boss, il tient la barre. Donc des fois, alors faut pas l'humilier, il ne faut pas le redescendre, il ne faut pas lui casser sa confiance, mais il faut être capable de dire que ça, j'en veux pas. Stop. No way là-dessus, on arrête. Et ça peut des fois un peu blesser, vexer la personne, et après, on redébattra, on rééchangera après, on reconstruira après. Et après, moi, en tant que coach, je termine juste là-dessus, moi, quand on perd un match, eh ben, je le dis, je dis que je ne suis pas content. Mais j'incrimine personne, je montre ma colère, en fait, parce que je veux que dans le bus, tout le monde soit à peu près à la même température que moi. Je veux pas que les mecs qui chantent dans le bus et qui montent leur cul à la fenêtre, quand Vincent Huette, il a perdu. Quand l'équipe a perdu, en fait. Même si le mec a fait un bon match. Même si le mec, derrière, il part en équipe de France la semaine d'après. On a perdu, donc il faut à un moment donné ta température. C'est un signe, en fait, que tu es bien là. Quand tout le monde est à la même... Quand on a gagné, on a tous gagné. Et quand on a perdu, on a tous perdu. C'est un signe qui permet de t'aligner. Donc, quand je suis pas content, je le dis. Mais par contre, je fais exprès, c'est même des fois du cinoche. Je leur mets une fumée terrible, 22 secondes après, c'est fini. Ça fait exprès, il faut le maîtriser en fait. En fait, dans le sport, vous faites plus que ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est pas juste j'ai un comportement équilibré face au décalage ou de comportement, enfin, face à l'attitude des joueurs, mais vous arrivez aussi à les sortir de leur zone de confort pour les faire s'exprimer et donner plus que ce qu'ils donnent normalement. Et donc aussi créer plus de confiance parce qu'on se connaît mieux, arriver à sortir les gens de leur coquille pour que justement ils s'expriment quand il y a des problèmes ou quand c'est le postulat du sport. Plus que juste être correct et un bon manager, c'est comment on fait pour faire sortir les gens. Moi j'ai envie de dire la première règle déjà, la première règle, il faut s'intéresser aux gens. C'est bête, hein. Il faut aimer, alors aimer, avec la philosophie, 3 petits points, mais il faut aimer ces gens. Je vous redonne une micro-anecdote qui va vous parler quand même. Je suis dans une grosse boîte de métallurgie à Issoire. Je suis un agent qui est un polyaccidenté. Donc c'est un gars qui se blesse souvent et puis quand je vois ses faits d'armes, à ce gars-là, à un moment donné, il a mis un coup de marteau à son manager. Donc quand on me le présente comme polyaccidenté, je dis il n'y a pas que ça quand même. Hein. Il y a un service après-vente. Hein. Et en fait, voilà, c'est un gars qui dysfonctionne terrible. Donc je vois le gars en entretien, il me raconte sa vie, j'ai limite envie de pleurer. Tellement sa vie, c'était Cosette, Les Misérables, tout réuni. Et je débrief à la fin, donc on termine l'entretien, je dis, putain, on part de loin, le gars, je vais voir la manager. Ah non, et entre-temps, je lui dis, tiens, est-ce que tu peux file-moi tes coordonnées, que je puisse échanger avec toi, que je ne sois pas obligé de passer par ton RH, le RH, le RI, etc. Le gars, il me file ses coordonnées, il s'appelle Michael. Je prends le prénom, Michael, M-I-C-K. Non, il n'y a pas de C chez moi. M-I-K. Parce que mon père, il ne savait pas écrire et quand il m'a déclaré, il n'avait pas mis de C. Bon, ok. Donc ça a réalimenté encore la dramaturgie. Donc j'ai écrit MK. Et à la fin, on va débriefer avec la RH. Elle me sort le dossier comme ça. Michael, elle me le met sur la table, etc.
Elle me dit, ouais, bah nous on n'en peut plus, lui, c'est un cas social, et puis là je regarde le dossier, Michael, MICK. Et là, tout fait le trajet dans ma tête. Je lui dis, vous avez déjà échangé avec lui? Ah ben non, il est insupportable, lui, je ne veux pas le voir. Ok. Vous connaissez sa vie? Non, j'ai des problèmes perso, je ne veux pas en entendre parler. Ok. Juste une fois, vous avez échangé sur son nom, etc. Oui, parce que son nom, il ne s'écrit pas comme ça, madame. Moi, je l'ai vu 1 heure dans ma vie, je sais écrire le prénom du mec. Je connais sa vie de A à Z. Vous avez fait 10 ans que vous bossez avec lui, vous ne savez pas écrire son prénom. On fait comment? Et il n'y avait rien, et dans une grosse boîte du coin. C'est-à-dire que la RH, elle a ça. Alors elle va me dire, oui, elle a 400 personnes à gérer. Donc elle ne peut pas les connaître, mais lui, c'est un cas, c'était un cas de force majeure, ben, elle ne le connaît pas. Elle ne connaît pas son homme, donc elle ne peut pas le réguler, elle ne peut pas travailler avec lui, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de complicité, il n'y a rien en fait. Il y a juste du chef et fouteur de merde. Voilà. Donc je lui dis, bah, la prochaine étape, virez-le. Si vous êtes dans ce ratio-là, virez-le, ne faites pas venir un Champollion, moi je ne ferai rien de plus. Hein. Ou alors si vous voulez régler le problème, allez le voir, comprenez-le, échangez, qu'est-ce que vous attendez de lui, qu'est-ce qui ne va pas, et travaillez au moins dans son sein. Donc c'est ça en fait l'idée. Et du coup, vous parlerez des épanouissements personnels, vous parlerez des règles, vous parlerez de l'intégrité, vous parlerez de tous ces sujets-là avec lui. Et s'il est hors jeu tout le temps, bah oui, vous terminerez par le virer. Mais déjà, expliquez-lui la règle du jeu. Et ça, elle n'est pas qu'ils nous expliquer la règle du jeu métier. Le process, ils m'ont expliqué, mais ils n'ont pas expliqué la règle du jeu d'équipe. C'est ça qu'il faut. Alors, il faut aimer ces hommes. Il faut être à l'aise dans ces situations qui ne sont pas hyper confortables. Et ça prend du temps. Et on ne gagne pas toujours. Alors, c'est un peu négatif hein, ce que je dis, mais si tu ne le fais pas, tu gères que des matricules, tu gères des profils de poste. C'est pas la même chose avec les gens. Ah oui, bah. Il y a une devise, on obéit un chef, on suit un manager, on grandit avec un leader. C'est ça. Et au moment où il faut donner des ordres, on n'a que le minimum de ce qu'on a. Et puis ça, alors par le passé, quand on parle chez Michelin, les anciens, les fils d'eux, ils étaient formatés comme ça. Il y avait le chef qui disait et les ouvriers faisaient. Aujourd'hui, c'est fini ça. Je ne veux pas parler des générations X, Y, Z, hein, mais c'est fini. Il n'y a plus personne qui veut fonctionner à l'ordre aujourd'hui. Donc il faut recréer un schéma où c'est le système qui te fait faire. Parce que tu y vois du sens, parce que tu t'es bien dedans. Si c'est des ordres, bah, alors si tu as un béni oui, tant mieux. Mais dès que tu as quelqu'un qui est un peu en opposition, même quelqu'un de bien en fait, c'est compliqué. Alors en plus avec les valeurs qui partent dans tous les sens, bonjour le bazar. Je suis à votre dispo, on se dit au revoir, je sais pas quand vous voulez. Merci beaucoup Merci. Vincent.